Merci Erol, merci à tous. Bonjour, donc Cassandre Tarvik, je suis journaliste. Je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième table ronde et on va faire un temps fort consacré à l'échelon territorial cette fois. Car au-delà des orientations nationales, ce sont bien dans les territoires que se font les projets d'aménagement. Donc pour cette table ronde, l'intitulé est sous forme de question. Quelle stratégie d'aménagement pour les territoires au lendemain des élections municipales et communautaires? Alors, pour tenter d'y répondre, j'aurai avec moi 5 intervenants que je vais vous demander d'applaudir bien fort. Jessica Schmidt, directrice d'agence Crédit Mutuel Aménagement Foncier et première vice-présidente de l'Union des aménageurs. Jessica, rejoignez-moi. Sybille Cosnard, fondatrice de l'agence CityLinks, spécialisée dans le conseil en stratégie urbaine dans les territoires. Pareil, n'hésitez pas à prendre place. Romain Thomé, avocat associé au sein du cabinet TH Avocat, spécialiste des questions foncières également. Quentin Lamour, directeur national études et conseils chez Adéquation. Et Sébastien Miossec, président délégué d'Intercommunalité de France. Je vous invite tous à vous asseoir. Vous pouvez les encourager. Alors, pour démarrer, quelques éléments de contexte. Il ne vous aura pas échappé la situation très, très compliquée du marché du logement. On en a longuement parlé ce matin. Je vais faire attention à ne pas vous assommer de chiffres, mais rappelons tout de même que le pays a vu les mises en vente dans le neuf chuter de 50% par rapport à 2019, avec une année 2025 particulièrement basse. Depuis 2026, on constate un début de reprise, mais ça reste empreint de beaucoup d'incertitudes. Et en effet, le contexte géopolitique, et notamment le conflit au Moyen-Orient, a déjà des conséquences sur les prix des matériaux et sur les taux. Tout cela crée des situations particulièrement complexes pour les ménages. Au-delà de l'acquisition, l'offre locative a chuté de 15% en 5 ans. Le parc social, lui, est pris d'assaut avec 2,9 millions de dossiers en attente et ce sont plus de 4,2 millions de personnes mal logées. Face à ces drames, les élus locaux sont en première ligne et les dernières élections municipales et communautaires l'ont bien rappelé. Les mairies et les métropoles, et les intercommunalités d'ailleurs, quelles qu'elles soient, sont chargées de porter la voix de ceux qui les ont élus et qui appellent à l'aide pour se loger décemment. Mais ils doivent aussi protéger les territoires et les habitants dans un contexte de changement climatique impérieux. D'ailleurs, les chaleurs qu'on constate aujourd'hui nous le rappellent. Risques et adaptation font désormais partie du vocabulaire quotidien des maires et des présidents d'intercommunalités. Alors, comment organiser une réponse pertinente à ces injonctions souvent qualifiées de contradictoires entre nécessité de loger, de développer les services publics et les entreprises et l'activité, mais aussi de limiter l'étalement urbain? Les acteurs publics comme privés soulignent fréquemment la complexité du recyclage urbain en termes de financement comme d'ingénierie et la difficulté de ce changement de modèle en cours, surtout dans la conjoncture économique qu'on connaît. Face à ces difficultés, les aménageurs ne comptent pas baisser les bras et souhaitent se présenter comme l'allié privilégié des collectivités territoriales pour penser une stratégie d'aménagement qui prenne en compte tous ces enjeux sur le temps long, car au-delà du seul logement dont on a beaucoup parlé ce matin, l'aménagement, c'est une discipline qui englobe évidemment tout un tas de sujets qui correspondent aux compétences des élus locaux, les mobilités, la nature en ville, l'eau, les réseaux, le développement économique, la culture, le sport, etc. Et c'est bien cela dont il sera question ce matin, de la façon dont, main dans la main, élus locaux et opérateurs de l'aménagement peuvent renouveler les stratégies locales d'aménagement en ce début de mandat, en développement de nouvelles formes de coopération, avec toujours dans le viseur l'intérêt général. Donc pour ouvrir le bal, je vais commencer par m'adresser à vous, Quentin Lamour. Vous travaillez en ce moment sur une étude sur l'activité des aménageurs en termes de production de logements. Est-ce que vous pouvez nous présenter les premiers éléments qui ressortent de ce travail ? Merci Cassandre, bonjour à toutes et tous et merci à l'UNAM pour l'invitation. Alors c'est une étude qu'on a initiée il y a quelques semaines, donc elle n'est pas tout à fait finalisée encore. Par contre, il y a des premières tendances qui commencent à apparaître, je vais en parler quelques minutes. Peut-être juste pour resituer les enjeux et le contexte autour de ces analyses. L'idée c'est à la fois d'avoir une approche quantitative, et Nicolas Gravy tout à l'heure a cité un premier chiffre d'autour d'un quart de la production de logements, puisque c'est ça l'objet, qui s'opère
par l'entremise et par l'initiative des aménageurs, puisque derrière, il y a aussi, on va dire, un écosystème partenarial. Hein. Ça a été dit tout à l'heure aussi comme étant un des grands enjeux pour parvenir à cette production. Donc il y a une analyse quantitative qui est évidemment nationale, mais qui aura vocation aussi à être territoriale. Et donc, pour l'instant, à l'échelle nationale, on a quelques premiers ordres de grandeur. Sur le territorial, il faudra attendre plutôt la rentrée pour donner des chiffres. Mais on l'a vu, en fait, cette question aussi des terrains de jeu où s'opère l'aménagement est un enjeu clé. On y reviendra certainement juste après. Donc, il y a cet enjeu quantitatif, mais il y a aussi un enjeu qualitatif, puisque cela a été évidemment largement abordé en première partie de matinée. On le verra peut-être encore maintenant. Le profil et les enjeux on va dire, de la production des aménageurs est en train de complètement changer. Cela pour plusieurs raisons. Il y a évidemment l'ensemble on va dire, des crises et des défis, parce que j'aime pas que parler en négatif si on parle que de crise, mais c'est quand même bien ça dont il s'agit, qui sont multiples. Et finalement, les aménageurs, ça a été dit, ils sont confrontés à l'ensemble de ces défis de manière un peu concomitante, même complètement simultanée, puisque pour les citer, hein, on en a parlé tout à l'heure, il y a le défi évidemment démographique qui était peut-être un de ceux qui était le moins évoqué ces dernières années et qui commence à apparaître, y compris dans les grands chiffres. On a vu qu'en 2025, voilà, là, on va dire, il y avait plus de croissance naturelle de la population en France. Donc il y a des choses qui commencent à être très tangibles pour beaucoup de gens maintenant, mais ça fait un certain temps finalement que ces enjeux dans des territoires en fait s'opèrent déjà avec des pertes de population et de ménages. Et donc, comment on continue à faire projet et à agir et à rendre ces territoires attractifs dans ce contexte-là, c'est aussi un des rôles des aménageurs. Et donc, comment les aménageurs opèrent dans ce contexte-là, notamment par rapport à la question du logement, qui est l'objet de l'étude, c'est un des sujets qu'on aura vocation à éclairer. Il y a évidemment une autre question qui est la question foncière, la question climatique aussi, et la question finalement du réemploi, de l'économie de foncier, du réemploi des existants et des mutations. Comment finalement cette crise de la production neuve de logements dont vous parliez en introduction, les aménageurs, comment ils agissent dans ce contexte-là, puisqu'il y a évidemment toujours des besoins. Ça, c'est une chose très importante. Pour autant, les gisements évoluent, les économies de projet évoluent aussi, puisque quand on agit sur l'existant, c'est évidemment pas du tout les mêmes modèles, et les volumes sont aussi différents et les profils d'opération aussi. Pour citer un exemple, voilà, on le voit, et c'est parfois associé en plus de la question foncière au risque climatique. Il y a des questions notamment de risques très forts liés au climat, mais aussi liés par exemple au retrait du trait de côte dans certains territoires. On parlait de Dunkerque tout à l'heure. Les aménageurs sont ceux aussi qui peuvent produire dans ces conditions-là, peut-être de la densité différente, de la mixité différente, et donc c'est aussi une des vocations de cette étude, de pouvoir donner à voir, et ça je ne peux pas vous donner des résultats aujourd'hui, peut-être de manière plus qualitative que quantitative, comment finalement ce shift commence peut-être à s'opérer, avec aussi des exemples, et pas que finalement des unités de volume de création de logements, puisque c'est très bien de rappeler que les aménageurs font 25%, c'est pas neutre du tout dans la production. Ça veut dire quand même autour de 100 000 logements par an, hein, en ce moment, voilà, pour donner un chiffre très clair. Mais derrière, même si c'est pas les plus gros volumes, très probablement, il peut y avoir des tendances qui s'opèrent dans des profils d'opération, notamment, on l'a dit, par rapport à tous ces grands facteurs de contrainte et par rapport au territoire. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'on éclairera, et rendez-vous peut-être plutôt en septembre ou à la rentrée pour donner des résultats plus complets sur notre analyse là-dessus. Je pense que tout l'auditoire a hâte d'avoir les résultats complets. Ma deuxième question s'adresse à vous, Jessica Schmidt. Vous êtes donc aménageuse et en préparant cet échange, on discutait de la réalité de l'aménagement au quotidien. Donc ce sont des projets qui se font dans les territoires et pour les territoires. Ma question, c'était en quoi l'aménagement est-il un acte éminemment local au quotidien, vous y confrontez, et comment vous le pensez à l'échelle de chaque collectivité? Alors, moi, je porte la parole d'un territoire, celui de la Lorraine et ponctuellement de la Champagne, puisque je suis une opérationnelle et l'idée, c'est vraiment de remonter les sujets de terrain. Quand on parle de crise du logement au niveau national, on imagine souvent qu'il y a une solution unique. Or, sur mon territoire, je suis confrontée au sujet des grosses métropoles, la pression foncière, le prix du logement, l'acceptation de la densité,
Sur les villes moyennes, on va plutôt parler des centres-villes qui ont été désertés, pour lesquels il faut récupérer une dynamique, de certaines fonctionnalités qui sont à recréer. Et puis également, il y a des très gros sujets de requalification de friches. Et puis, il y a également des territoires qui se réindustrialisent, l'armée qui se redéploie. Et là, il va falloir créer du logement vite, des services et les mobilités qui vont avec. Évidemment, face à toutes ces situations, on n'a pas une doctrine unique. Et c'est en cela que le métier de l'aménageur a changé. Vous n'allez pas traiter, je pense notamment, j'ai un petit sujet de 12 terrains à bâtir, la déconstruction d'une école désaffectée en frontière luxembourgeoise, comme la caserne Lysée que nous avons en co-aménagement avec Eiffage, où là, on crée 750 logements, une opération sur du temps beaucoup plus long. Pour autant, le métier d'aménageur a changé et ce qui se dégage aujourd'hui, c'est qu'en fait, aucun projet n'est simple. Et finalement, c'est peut-être ça, le vrai changement aujourd'hui dans notre métier, c'est qu'en fait, on est obligé de s'adapter au territoire pour chacun des dossiers qu'on va traiter. Rien n'est reproductible. Il y a 15 ans, en fait, notre métier, c'était faire une route avec des terrains à bâtir autour. Je schématise, hein, évidemment. Le métier, il s'est terriblement complexifié et du coup, chaque projet est unique, chaque territoire est unique et on le voit même sur les grandes métropoles. Je pense notamment à un sujet que nous traitons aujourd'hui depuis 2021, un concours qui est sorti à l'été 2021, qui a duré, et puis on a découvert une zone humide, on a fini par déposer un permis d'aménager, dont l'instruction est aujourd'hui suspendue. Et pourtant, on a une collectivité volontaire, on a un foncier qui est maîtrisé, on a une vraie volonté de requalification de friches, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à force d'empiler des contraintes, on ne s'est pas posé le modèle de l'équilibre économique. Et même les collectivités, aujourd'hui, pour faire face à ces défis, elles n'ont pas les moyens humains, elles n'ont pas les moyens techniques. Et du coup, c'est peut-être là où l'aménageur se rend utile. Il arrive avec sa stratégie, il arrive avec de la matière, il arrive avec de l'ingénierie, avec des capacités de portage. Et il permet d'avoir une vision opérationnelle. Et finalement, c'est là que l'acte d'aménager, il est éminemment local, puisqu'en fait, on va faire du sur-mesure territorial pour chacun des dossiers. Du sur-mesure et une complexité grandissante. Sybille Cosnard, vous travaillez directement avec les élus locaux et avec les aménageurs sur des projets de territoire, à élaborer des stratégies adaptées. Est-ce que vous partagez tous ces constats sur l'évolution du métier et quels sont les changements de modèle que vous constatez au cours des dernières années? Évolution du métier, certainement, parce qu'on doit faire mieux avec moins. Par contre, le constat que je fais pour rebondir sur la dimension locale et collectivité, j'ai l'impression qu'on ne voit plus les élus. C'est-à-dire que systématiquement, quelles que soient les réunions maintenant, on a une espèce de cordon administratif. Alors peut-être parce que tous les projets se complexifient, tout se réglemente beaucoup, et on n'a plus l'intérêt et on n'a plus l'accès aux élus. Et ça, je trouve ça assez dramatique, parce que quand bien même nous tous professionnels, vous aménageurs, vous avez tout à fait votre rôle de conseil auprès de la collectivité,
mais on n'a pas à se substituer au pouvoir politique. Ils sont élus pour ça, et aujourd'hui, je trouve qu'on ne les voit pas. Alors peut-être est-ce par crainte de ces sujets urbains qui génèrent beaucoup de crainte rapport aux habitants, où dès qu'on est dans une dimension de projet, tout le monde se braque. Et le complément aussi à cela, c'est que il fut un temps où les élus faisaient des projets de ville, ce qui permettait de donner un cadre à tous les intervenants, que ce soit aménageurs, opérateurs, bureaux d'études techniques. Et même maintenant, les administratifs nous disent que ces projets de ville leur manquent parce qu'on fonctionne par morceaux de projets qui sont extrêmement techniques, donc tout le monde se perd parce qu'on va parler d'un projet ici, un autre là. Les élus, quand on les sollicite là-dessus, nous disent que non, ils ont une parfaite vision du développement de leur ville, mais je pense qu'ils ne les ont qu'avec eux-mêmes. Et on manque de cette vision, et on en parlera peut-être après à l'échelle aussi de l'aménagement du territoire, mais on manque de cette vision d'ensemble. Et je pense que les PLU ont été peut-être pas très bons pour nous, parce que beaucoup de collectivités ont pensé que les projets d'aménagement et de développement durable faisaient projet de ville. Or, ce n'est pas un projet de ville, c'est dans un document réglementaire. Et c'est valable aussi aux échelles intercommunales où on a plus ou peu de projets de territoire. Et c'est assez significatif dans les réponses à appel d'offres, où il fut un temps où, et j'en parle comme étant une ancienne, mais ça commence, où on avait beaucoup de projets de ville. Dès qu'il y avait des nouveaux élus, dès qu'il y avait une nouvelle mandature, il y avait ce document-là, ce document cadre. Et aujourd'hui, il n'y a plus. Donc, je fais un appel aux collectivités pour reprendre leurs mains sur leur territoire. Et ce n'est pas parce qu'on fait un projet de ville qu'on va forcément construire. Au contraire, ça permet de donner un cadre, de réguler les productions de logements, de production d'équipements, de produire aussi, ou de regarder comment équilibrer. À un moment, tout le monde a besoin d'argent, comment on peut faire telle opération pour ramener des recettes et pour engager des dépenses sur un autre. Et les projets au coup par coup, moi, j'y crois pas beaucoup. On a un élu avec nous, un représentant d'une association d'élus, donc on va peut-être lui demander de réagir à ce que vous venez de dire à l'instant. Est-ce que vous partagez ou est-ce que vous infirmez Alors merci de l'invitation. Alors ancien élu, puisque je me suis représenté aux dernières élections municipales et communautaires après 3 mandats de maire dans une commune de 4000 habitants dans le Finistère, et président de l'intercommunalité donc autour de Quimperlé pendant 2 mandats. J'ai choisi là, à 43 ans de passer mon tour, entre guillemets, et d'entamer une nouvelle vie professionnelle. Mais ces sujets d'habitat, d'aménagement, probablement m'occuperont encore dans ma vie future, même si aujourd'hui je n'ai pas encore trouvé mon terrain d'atterrissage définitif. Alors je suis assez étonné de ce que vous dites, puisque alors, dans la vie de nos campagnes municipales et communautaires, même si je n'étais pas candidat, j'étais évidemment très intéressé par ce qui se passait sur le territoire où j'étais élu, la place du logement, la question du logement, la question du foncier au sens large, parce qu'on parle beaucoup de logement, mais le foncier aussi pour l'aménagement économique, c'est un sujet important dans la vie de nos territoires et notamment de nos intercommunalités. Je trouve que ça, j'ai fait, on va dire, 4 campagnes municipales, 3 où j'étais candidat moi-même, et puis celle-ci où j'étais pas candidat, mais j'accompagnais l'équipe sortante. J'ai eu l'impression qu'à chaque campagne, on a eu de plus en plus de la place de quelle ville on voulait construire, quel aménagement on voulait imaginer. Il y a 20 ans, quand j'étais pas encore maire, dans ma commune, on se posait pas vraiment la question de ce qu'on allait construire. Ça se faisait un peu au coup par coup. Depuis, entre le PLU, PLUI, on a écrit des choses, on a essayé d'imaginer des choses, et même si évidemment tout ce qu'on projette dans un document ne se réalise jamais totalement comme on l'avait imaginé, on se projette et on essaie de dessiner quelque chose pour l'avenir. Dans ma commune, on a lancé une concession d'aménagement, donc dans une commune de 4000 habitants. Peut-être que la différence, je ne sais pas si la table ronde nous permettra de creuser ça, mais c'est entre peut-être le grand urbain qui a perdu peut-être cette habitude-là, mais en tout cas dans les territoires plus ruraux, où il y avait il y a 20 ans moins de culture de documents d'urbanisme, moins de culture de l'aménagement, où les enjeux autour du foncier font aussi qu'on doit réinvestir davantage notre tissu urbain. J'ai quand même le sentiment que nous, les élus locaux, on se projette davantage. Donc, alors, j'espère que ça vous rassure, et évidemment, il y a sûrement des contre-exemples, j'en suis persuadé. Juste peut-être, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de reprendre la parole.
Sûrement. Ouais. Peut-être qu'on va passer la parole à Romain Thomé, justement sur ces sujets-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, vu que vous accompagnez énormément de collectivités, d'aménageurs et de toute structure d'ailleurs qui porte un projet avec le foncier peut faire appel à vous, quels sont les outils à disposition des élus et des aménageurs aujourd'hui pour mettre une stratégie en place, une vision de territoire, un projet qui a du sens à plus ou moins grande échelle? Alors merci, bonjour à tous. Quels sont les outils? J'ai 5 minutes, c'est ça à peu près. Donc les Bon outils, ils doivent répondre déjà à des défis multiples. On l'a dit, réemploi du bâti, lutte contre la sous-occupation des logements, production de logements abordables dans un temps court, si possible le temps du mandat, souvent bien plus, et si possible avec une sécurité juridique et avec un foncier moindre. Voilà, enfin pour dresser un panorama des contraintes non exhaustives. Les outils, alors on est ici au congrès des aménageurs. Les outils, j'ai envie de voir les choses de manière assez large et de dézoomer, parce que l'aménageur, aussi expert de la complexité, aussi talentueux soit-il, ne saura pas tout faire et ne saura notamment pas se substituer à la collectivité dans la mise en place d'une stratégie d'aménagement et d'une stratégie foncière notamment. On l'a dit, le foncier, l'immobilier est le carburant de l'aménagement. Alors il est rare, comme tout carburant actuellement. Donc aujourd'hui, côté collectivité, on peut agir? J'identifie 2 axes à ce stade. Un axe, je dirais, historique, constitutionnel, qui relève des prérogatives des collectivités, qui est celui de la mobilisation du foncier pour des projets d'utilité publique, des projets d'intérêt général. Parce qu'aménager, ça n'est pas l'apanage des acteurs publics, on le sait bien, mais aménager, c'est hautement d'intérêt général et hautement d'utilité publique, notamment s'il s'agit de produire du logement abordable. Le deuxième axe, ce sera celui et il est plus récent, au moins en France, de la pérennisation de l'usage de ce foncier. Et ça, c'est un changement de mentalité auquel il faut faire appel. Sur ce premier axe, en quelques mots, que peut-on dire? On a une petite cartographie qui schématise les choses. Je ne vous imposerai pas de slide de juriste, je vous rassure. J'ai peut-être une carte éventuellement et un tout petit schéma qui pourront vous être diffusés, mais qui schématise le fait que l'action foncière des collectivités, cette prérogative de puissance publique qui peut être mise en œuvre, qui part du PLU, qui est le premier outil de l'action foncière, qui est un outil de stratégie de territoire. Cette stratégie foncière permet de mobiliser le foncier, mais de mobiliser le foncier non pas sur une valeur spéculative et une valeur d'avenir, mais pour une valeur actuelle. Et c'est en ce sens qu'on peut faire du foncier, non pas une donnée d'entrée telle que bon nombre d'aménageurs la subissent, mais une résultante d'une stratégie foncière de territoire. Et vous le verrez sur cette carte, si jamais elle apparaît, vous le verrez, on a des différences assez fortes de valeur d'un territoire à l'autre sur des biens similaires. Un foncier de l'ancien temps en secteur... ah voilà, là voici, vous l'aviez. Voilà. Si on se concentre sur l'arc atlantique, et ce sont des décisions de justice qui ont été rendues sur la fixation de valeurs de terrain en zone 1 AU, en périurbain, à l'époque où on pouvait encore faire de l'extension, ce qui est de moins en moins le cas, bien entendu. Eh bien, on s'aperçoit que sur des fonciers de configuration très proche, on trouve sur ces décisions de justice des valeurs en 1 AU très variables qui vont de 3 € le mètre carré à Rennes à 100 € le mètre carré à Bordeaux sur la même période, en passant par 80 à Vannes, 28 à Brest, 30 à Nantes et 8 à Angers. Quelle est la logique de ces valeurs? Est-ce que c'est l'attractivité propre de ces territoires qui le justifie? Alors, voilà, sans vouloir être chauvin, je ne suis pas certain, et j'espère qu'il n'y a pas de Brestois dans la salle, désolé, je pioche un exemple au hasard, mais que Brest ait davantage d'attractivité que Rennes. Alors, il y a un Quimperlé, on n'est pas loin, je vous taquine, monsieur Biosec. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on hérite de ces valeurs foncières de par des stratégies foncières mises en place sur la durée, sur un territoire. Et donc, la valeur n'est pas qu'une composante d'un bilan d'aménagement, et l'aménageur ne pourra pas faire de miracle si la collectivité ne joue pas en amont de son rôle dans la planification, voire dans l'anticipation au travers de la création de réserves foncières et au travers de l'usage de la globalité des prérogatives de puissance publique à sa disposition. On ne peut pas se plaindre de voir le foncier flamber si, corrélativement,
on n'use pas des outils à sa disposition, des outils constitutionnellement à sa disposition. Et pourquoi le dire? Parce que les juges, qui ne sont pas toujours, on le verra, sensibles à ce qu'est l'aménagement, ont conscience que quand on acquiert un bien, notamment par voie d'expropriation, quand ils doivent statuer sur la valeur du bien, ils ne peuvent pas tenir compte de la valeur future du bien ou de la valeur apportée par l'opération d'utilité publique. Ce qui veut dire que si on recourt à ces prérogatives-là, on stabilise les valeurs à la valeur actuelle. Si on passe à la slide suivante, puisque... Merci beaucoup. Si on passe à la slide suivante, on voit qu'on a un panel d'outils sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui part du PLU, avec aussi des choix de périmètre à faire et des outils de préemption intéressants à mettre en avant pour stabiliser ces valeurs. Lorsque, sur des territoires comme le territoire bordelais, on a une flambée des valeurs, que faire? On n'est pas démunis. On n'est pas démunis. Et là encore, l'aménageur doit s'appuyer sur un partenaire public fort et volontariste. Les outils tels que les OAP prescrivant un pourcentage de logements sociaux important, les servitudes de mixité sociale, sont des outils pris en compte par les juridictions au stade de la définition, au stade de la détermination de la valeur des terrains. Donc on peut, au travers d'une réelle anticipation dans la planification, au travers de périmètres de projet aussi, minorer les valeurs. Je prends l'exemple des opérations multisites, puisqu'on peut éviter une approche de valorisation en charge foncière et en bilan promoteur en définissant un périmètre plus élevé. Et enfin, le dernier point, c'est le deuxième axe, très rapidement, c'est celui de la pérennisation de l'usage, puisque le foncier est rare, et comme le disait Edgar Pisani, auquel on fait appel très souvent, le foncier est le socle de toutes les politiques publiques. Donc, quitte à avoir investi dans la maîtrise de ce foncier, autant éviter de se trouver pris de court ou surpris. Moi, je prends l'exemple d'une collectivité pas très loin, là encore de chez vous, Monsieur Miosek, Aurec-Quiberon-Terre-Atlantique, qui a dû réexproprier une ZAE 20 ans après avoir exproprié et avoir cédé la totalité du foncier. Est-ce que c'est une bonne démarche que de tout vendre quand on sait que cette ZAE doit être pérennisée, qu'elle va devoir être densifiée? Et donc la maîtrise du foncier sur le long terme peut être un outil, ça exige un certain nombre de conditions, notamment financières, et de création de structures de portage. Et ça exige, c'est peut-être un défi de société, un changement de regard sur la propriété. Rappelons cependant que d'autres territoires sont bien plus en avance que nous, et Amsterdam, 80% des logements de la ville d'Amsterdam sont détenus par la ville d'Amsterdam, sont sur des fonciers détenus par la ville d'Amsterdam, et on a des droits réels au-dessus. Voilà. Sébastien Miosek, je vous repasse la parole. Vous avez commencé à nous expliquer comment vous appréhendez cette responsabilité en termes de stratégie d'aménagement. On sait aussi que l'actualité des élus locaux est faite de beaucoup de choses, mais dont ces enjeux-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit sur ces outils et sur la façon dont aujourd'hui vous avez la possibilité de les prendre en main? Alors merci encore de l'invitation. Merci aussi de citer dans la question introductive à la table ronde les élections municipales et communautaires, parce que médiatiquement, on a parlé des élections municipales, mais c'est des élections qui concernaient deux échelons, les communes et les intercommunalités. Partout en France, on a voté pour des listes aux élections municipales, des listes entières, là où jusqu'à 2020, c'était encore dans les communes de moins de 1000 habitants, des listes qui étaient, on pouvait rayer, des listes incomplètes, etc. Là, on est arrivé à une maturation aujourd'hui de cette échelle intercommunale, y compris dans la démocratie au moment de l'élection municipale et communautaire. Pour autant, il faut reconnaître, dans les élections municipales et communautaires, on a d'abord parlé des enjeux municipaux à l'échelle de sa commune et assez peu de l'échelle intercommunale. Donc, dans l'association dans laquelle je suis encore président délégué Intercommunalité de France, on essaie de porter les enjeux aussi de cet échelon, quel échelon intercommunal, qui n'est pas un échelon à la place des communes. On porte bien cette idée du bloc communal, commune plus communauté, et sur les enjeux d'aménagement, de développement de l'habitat, de répondre à des offres en matière de logement, mais aussi d'économie, comme j'évoquais tout à l'heure. Le couple fonctionne aussi beaucoup pour répondre à la fois sur la proximité, la réponse au projet politique est quand même celui de développer sa commune,
c'est plutôt l'échelon de la commune et l'échelon municipal, mais comment on arrive à l'échelon communautaire à apporter aussi des réponses, des moyens financiers, des moyens d'ingénierie pour répondre aux enjeux qui sont évidemment plus complexes qu'avant. On l'a vu dans la campagne des derniers mois, Vincent Jeanbrun l'a dit tout à l'heure en ouverture de votre congrès, la question de l'accès au logement a été une préoccupation qui est souvent remontée au moment de la campagne municipale et communautaire, dans une très grande diversité de situations, parfois parce que il y a une vraie crise du logement, une absence d'offres, une incapacité à trouver un logement quel qu'il soit. Parfois, il y a encore du logement dans les zones moins tendues, mais c'est le parc n'est pas du tout adapté. On a évoqué tout à l'heure les questions de transition démographique, de vieillissement de la population, de moins d'enfants, de la typologie des familles qui bougent beaucoup. Et donc, même s'il y a un sujet de construire du logement neuf, il y a aussi un gros sujet de faire bouger le parc existant et comment on peut faire muter aussi ce parc, y compris dans le cadre d'opérations d'aménagement et dans nos centralités, puisque on a aussi les effets du ZAN de la sobriété foncière, qui globalement, alors on entend l'écume de ceux qui peuvent râler et regretter que le pays se soit engagé dans cette trajectoire ambitieuse de sobriété foncière, mais globalement, dans les remontées qu'on a de nos intercommunalités, tant des élus que des techniciens. Alors les techniciens, on peut toujours dire qu'ils obéissent à la commande politique, mais les élus aussi, on le voit concrètement. On a plus de la moitié des intercommunalités qui ont la compétence PLUI, qui ont engagé des révisions, qui rentrent dans la trajectoire de sobriété foncière. Un peu contraint parfois, mais finalement, ils y trouvent aussi des intérêts, puisque quand on parle de renforcer les centralités, de densifier la proximité entre où on vit, où on travaille, où on a ses activités, ça passe par cette sobriété foncière et ça rencontre finalement beaucoup d'enjeux. Pour autant, ça rend les projets plus complexes. Plusieurs intervenants l'ont dit avant, un peu plus compliqués, un peu plus longs. On a besoin de davantage les penser. On a besoin de davantage d'outils. Certains ont commencé à être évoqués. Et donc, on a besoin d'une vraie complicité encore plus grande entre l'ensemble des acteurs, de mobiliser aussi l'ensemble de la chaîne. Alors on peut reparler des habitants et alors ceux qui vont habiter dans les opérations qui se construisent, mais aussi de celles et ceux qui habitent autour de ces opérations. Mais on a besoin de mobiliser l'ensemble de la chaîne, les aménageurs en sont, les élus en sont. Moi, je suis persuadé, alors peut-être parce que je suis particulièrement convaincu et intéressé par ces sujets-là, mais que l'élu politique doit s'impliquer fortement dans le projet, puisque finalement, d'aménager un espace, d'y aménager des logements, des services, des activités économiques, c'est de construire un bout de ville bien plus complexe que juste répondre, c'est bien plus complexe aussi, mais complet que juste apporter une réponse de logement ou un local pour y faire quelque chose. On construit une ville et dans cette période où on fait plus sobre, on densifie, on a besoin de s'impliquer parce que c'est une vraie idée politique au sens noble du terme. Et dans ce cadre-là, l'intercommunalité a un vrai rôle à jouer. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le dis maintenant dans la réaction que j'avais. Peut-être que quand vous parlez d'un cordon administratif, pour reprendre votre terme, il peut parfois y avoir ce côté un peu technocratique de l'intercommunalité, c'est-à-dire la commune disant bon, moi je ne sais pas trop comment je vais faire, on va trouver la SEM d'aménagement, soit régionale, soit départementale, soit de l'agglomération, on va retrouver les services internes d'ingénierie de la commune ou de l'intercommunalité, et puis de se dire finalement, allez, c'est devenu compliqué, c'est devenu un enjeu, on va laisser les professionnels s'en occuper. Je le redis, je pense que c'est une erreur si les élus décidaient de faire ça. Pour autant, comme les projets sont devenus plus complexes, etc., on a aussi besoin, nous, d'être sécurisés. Certains, j'estime à tort peut-être, mais en être, sont des élus un peu experts du sujet, mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas du tout des habitués et ils ne sont pas forcément appropriés ces sujets, donc ils ont aussi besoin d'être accompagnés. Et l'intercommunalité peut justement être cet endroit où on va construire cette ingénierie, la renforcer pour être vos interlocuteurs à vous, aménageurs, pour justement comment on va faire pour maîtriser le foncier. Maître Thomé l'évoquait tout à l'heure. Alors il y a le BRS d'un côté, nous on a le bail et construction avec Quimper les communautés qu'on a mis en œuvre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez suivi depuis qu'on avait été accompagné par le cabinet. Mais le bail et construction est aussi une réponse là qui relève plutôt, nous on l'a utilisé dans le champ économique. Mais en tout cas, c'est à l'échelle de l'intercommunalité qu'on a pu imaginer ces outils, à la fois pour construire du neuf sur du terrain nu, mais aussi construire du neuf sur des fonciers en densification,
et d'intégrer parfois de la rénovation et de la construction neuve dans les mêmes opérations. Donc en tout cas, on a des élus mobilisés, on a des élus concernés, on a des élus qui sont conscients que c'est forcément plus compliqué, et donc on a, je pense, beaucoup d'élus, et j'espère rapporter une parole éclairée sur la chose. C'est que je pense que massivement les élus sont en attente de creuser le dialogue entre vous, aménageurs dans votre diversité de typologie, et nous, élus locaux. Et je termine juste sur un point. Qu'on soit en territoire urbain, périurbain ou rural, avec évidemment des diversités de projets d'échelle très différentes, mais on a besoin de construire, on a besoin d'offrir du logement partout en France. Et donc même si on a probablement des opérations qui sont tendanciellement un peu plus grandes, et il y a une vraie question, une attention qu'on doit pouvoir trouver sur les plus petites communes, comment à l'échelle de nos intercommunalités on arrive aussi à faire que le rural ne se sente pas ignoré, même si dans une commune de 300-500 habitants, le sujet c'est probablement plus d'aller en extension foncière, puisque dans le tissu urbain, alors ça dépend évidemment des régions et de la typologie d'urbanisation, mais on a des capacités à ou travailler sur le parc existant ou travailler sur la densification, mais on a aussi besoin quand même d'apporter des réponses à ces territoires-là. C'est aussi une réponse, et je termine vraiment là-dessus, sur le côté crise politique et sociale. Juste la table ronde d'avant était un peu plus politique au sens noble du terme, mais on voit aussi que la difficulté à l'accès au logement et à un certain nombre de services, y compris dans les zones rurales, mais ça peut être vrai dans certains secteurs urbains aussi, c'est aussi ce qui peut nourrir une absence de vote ou peut-être plus grave, un vote vers des candidats très radicaux qui veulent tout casser, alors même que je crois qu'on aurait beaucoup à perdre. Quentin Lamour, sur cette question du partenariat, de la façon dont les élus et donc les aménageurs peuvent coopérer, on en discutait en amont. Quelles sont ces nouvelles formes de partenariat, de collaboration, de coopération pertinentes et intelligentes qui peuvent exister aujourd'hui, et vers quoi il faut tendre ? Oui, merci Cassandre. C'est un sujet qui a pas mal émaillé la matinée, et moi j'y suis assez personnellement attaché parce que c'est quelque chose dans mon parcours professionnel que j'ai toujours eu à cœur de suivre, en se disant qu'on le voit, je ne sais pas si c'est une question culturelle ou quoi, au-delà des notions d'outils, parce que finalement les sociétés économiques existent depuis très longtemps. Quand on parle de partenariat public-privé, on pense parfois spontanément à ce type d'outils parmi d'autres. Mais c'est de se dire qu'aujourd'hui, finalement, on a l'impression, alors il n'y a pas d'enjeu de réinventer cette notion qui est très ancienne, mais il y a plutôt un enjeu peut-être de la faire vivre plus longtemps et de la réanimer différemment. Et il y a peut-être des choses qui doivent être partagées et d'autres qui doivent être réparties. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, on l'a dit, les risques, il y en a beaucoup. Ça, pour le coup, il y a de quoi se partager beaucoup entre le public et le privé, je pense, typiquement. Et peut-être que justement ce travail-là, de bien évaluer dans la complexité de ces projets qui sont en plus de plus en plus longs, cette question de durée, donc il y a une question vraiment de phasage, en se disant, et d'échelle, on l'a dit aussi, de territoire, de prendre ça de manière un petit peu rationnelle aussi, un peu posée, de se dire quelles doivent être les bonnes clés de répartition, et aussi qu'est-ce qui est au levier des uns et des autres, puisqu'il y a des principes de réalité. En fait, il y a des jeux de compétences qui sont parfois très réglementaires. Donc ça, c'est déjà des choses, peut-être que ça changera, mais il y a déjà un état de fait, il faut faire avec. Il y a aussi des questions de compétences en termes de ressources, on l'a dit. Alors, il y a le financier, évidemment, mais il y a aussi même les compétences plutôt techniques et l'ingénierie. C'est des choses qui ont beaucoup été discutées. Et de se dire à un moment, si par exemple, un privé a des retours d'expérience nationaux, et peut en faire bénéficier des territoires qui n'ont jamais expérimenté un modèle, on a parlé de modèle dissociatif ou d'autres choses, ça peut être tout à fait utile pour gagner du temps, parce qu'on l'a expliqué ici, de mobiliser un aménageur ou un acteur privé pour mettre à profit cette expérience, pour justement gérer cette complexité qu'on a évoquée. Donc je pense que c'est pas uniquement dans le côté législatif ou réglementaire, parce qu'il existe déjà énormément de choses, je pense. Alors Romain en a parlé très rapidement déjà sur le shift qui était en train de se faire aussi entre un modèle très monolithique et une pluralité de modèles moins industriels et justement une cohabitation de beaucoup de modèles. Et donc pour ça, il faut pouvoir partager ces expériences-là de manière très forte. Donc là où je pense vraiment que les aménageurs, dans leur pluralité déjà, public et privé, puisqu'on est bien sur ce thème-là, ont des complémentarités, pas que de la concurrence, ça c'est un élément qui est clé. Il y a des logiques de partage, de retour d'expérience. L'autre sujet, c'est que ça peut être aussi tout simplement de la mutualisation. Quand on parle de partenariat, il peut y avoir des logiques cette fois sur des moyens. On a vu des exemples sur des nouveaux terrains de jeu,
Je citerai un sujet, par exemple, de réhabilitation de logement, puisqu'on parle beaucoup de logement aujourd'hui, de se dire, typiquement à Orléans, une SEM qui existe là-bas, qui est la SEM d'Orléans, a fait appel à un autre aménageur qui est Citalios, pour ne pas les citer, qui est un autre aménageur public-privé, enfin une SEM, pour bénéficier de certains retours d'expérience et aussi mutualiser une approche, alors que ce n'étaient pas les mêmes territoires. Et on en connaît d'autres aussi, des exemples comme cela, je ne les citerai pas tous, mais justement, il n'y a pas que la question public-privé, il y a une logique de transversalité un peu plus large entre les aménageurs sur des modèles qui, comme ils sont beaucoup plus nombreux et beaucoup moins industriels, doivent donner lieu à des partenariats plus agiles. C'est plutôt ça, moi, ce que j'aimerais juste dire très rapidement sur le sujet. Jessica Schmidt, sur ce sujet du partenariat public-privé, est-ce que vous constatez, qu'est-ce que vous constatez au quotidien dans votre collaboration avec les élus locaux? Est-ce que les travaux sont faciles? Qu'est-ce qui a changé au cours des dernières années? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire? Quoi faudrait-il aller? Alors, je crois d'abord qu'il faut être lucide. Aujourd'hui, aucune collectivité, aucun opérateur ne peut porter seul la capacité d'aller sur les projets à l'aube de cette nouvelle mandature. Il y a aussi un sujet dont on parle moins, qui est celui du temps politique. On sait tous que 6-8 mois avant les élections municipales, on n'engage plus les gros projets, et c'est bien normal. Puisque les élus vont vont remettre en jeu leur mandat. Il faut le temps aussi aux nouveaux élus de réinvestir les problématiques de leur territoire, re-questionner éventuellement certains projets. Et c'est OK. Nos opérations s'inscrivent dans cette logique-là aujourd'hui. Tous les aménageurs l'ont intégré. En revanche, on se retrouve confronté avec des opérations qui sont de plus en plus longues, de plus en plus complexes, face à des environnements politiques, économiques, instables et beaucoup plus courts. Ces 3 dernières années, en tout cas moi c'est ce chiffre-là qui remonte sur ma région. On a tous été confrontés à des AMI ou des concours très très compliqués. On s'est tous épuisés, collectivités comme opérateurs, des candidatures offres qu'on a dû rendre dans des temps très très courts, des offres qu'on a rendues, puis des offres améliorées, puis des offres définitives, avec des oraux très fatigants. Face à nous, des collectivités, peut-être suraccompagnées, et soit les projets n'ont pas abouti, soit ils sont arrivés trop tard pour être sécurisés. Et je pense que aujourd'hui, on a tous appris de ces expériences-là. On s'est épuisé, et avec les nouveaux mandats qui repartent, là, on a du temps. Alors, on n'a pas tout le temps d'une opération quand elle va prendre 10 ou 15 ans, mais on a du temps, et on est tous d'accord sur le fait qu'il faut aller chercher une co-construction avec des partenariats plus stables, plus opérationnels. On le voit concrètement émerger aujourd'hui dans les territoires. Alors moi, je peux encore parler de mon territoire. Ça frémissait avant les élections municipales. Depuis, les SEM d'aménagement sont ouvertes. Alors oui, évidemment, avant, on pouvait y aller sous format de groupement. Mais aujourd'hui, elles sont ouvertes aux collaborations sous format SAS. Vous avez même des EPL qui vont chercher à monter des coquilles vides pour pouvoir collaborer. On a des métropoles qui reviennent sur des concours qui ont été ajournés, qui consultent des gens comme vous sur les formats CEMOP. Donc, on sent qu'il émerge quelque chose concrètement dans nos territoires, et que l'aménagement public-privé, en 2026, en 2027,
il va se faire différemment. Parce qu'au fond, le sujet, c'est peut-être aussi celui de la continuité des projets. Ça sera notre plus grand luxe. Et le partenariat public-privé, finalement, ça ne sera pas un mode de réalisation, mais ça sera plutôt un outil de sécurisation pour nous tous. Dans ce contexte, l'aménageur, il apportera de la méthode, de l'ingénierie, des capacités de portage, et au-delà de tout ça, une stabilité opérationnelle sur des temps très très longs. Et finalement, la question qu'il faut se poser, c'est pas public-privé, mais c'est surtout comment on fait aujourd'hui pour arriver à produire dans nos territoires du logement vrai et utile. Sybille Kosnar, sur cette question du partenariat et de la façon dont celui-ci a pu évoluer au cours des dernières années, est-ce que vous constatez les mêmes choses? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu accompagner des collectivités ou des aménageurs sur des montages, sur des façons de faire qui vous paraissaient particulièrement innovantes? Comment ça se passe au quotidien? Déjà dans l'évolution qu'on a pu en voir, moi, si j'ai créé CityLink, c'était parce que je croyais beaucoup à ce partenariat public-privé. J'avais travaillé avec un opérateur qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait ING Real Estate, et qui était un des premiers opérateurs, il me semble, en France, qui soit venu engager des frais d'études auprès des collectivités pour faire que les projets se débloquent. Donc ce sujet de partenariat public-privé, moi j'y crois beaucoup. Après, dans le constat que je peux faire, je ne sais pas si on peut se permettre de parler d'innovation, parce que la question du coût aujourd'hui ou de l'économie du projet est tellement difficile que l'innovation devient presque accessoire. On revient sur la question de quelle stratégie d'aménagement pour les territoires. On travaille sur des territoires qui ont des friches à n'en plus pouvoir. Je ne sais pas si, Jessica, vous en avez aussi sur votre territoire. En tout cas, on est sollicité sur des collectivités qui nous demandent à réfléchir sur le devenir de friches. Il n'y a pas beaucoup d'aménageurs qu'on croise sur ces sujets-là, parce que lorsque l'on fait les études très en amont, le constat que l'on fait, c'est qu'il n'y a pas de marché et qu'il n'y a pas forcément de problème de logement. Il n'y a pas forcément de sujet économique parce qu'il n'y a pas de filière économique qui veut venir s'installer là. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces territoires-là et de ces friches-là auprès des collectivités qui, elles, sont demandeuses de ces devenirs? Donc ça, c'est une question que je pose à vous, aménageurs, et à nous dans la profession. Et ça renvoie peut-être aussi à une question d'aménagement du territoire plus global et de transversalité, comme tu le disais, Quentin. Et puis à l'inverse, on a des territoires qui sont extrêmement denses et avec quelques amis aménageurs qui nous font le constat que les collectivités ne lancent plus de concessions parce qu'il n'y a plus beaucoup de foncier. Et on s'était donné comme terrain de jeu à un moment ce sujet des entrées de ville. Mais j'ai l'impression qu'il y a un certain refroidissement de la profession parce que ça ne tourne pas. Donc on peut encore se faire plaisir à se dire que les entrées de ville pourraient être les nouveaux terrains de jeu des aménageurs, mais c'est pas si simple que ça. Et par contre, un sujet qui me paraît être intéressant, mais qui n'est pas valable pour tous les territoires parce qu'ils ne l'ont pas tous, c'est la monovalence des parcs tertiaires. On a beaucoup parlé de transformation de bureaux en logements. Ce serait très intéressant de le faire ou à un niveau étatique ou peut-être dans une transversalité d'aménageurs, de faire le diagnostic très exact du parc tertiaire obsolète. Et est-ce que ces parcs tertiaires obsolètes ne sont pas demain des sujets d'aménagement? Parce que quand on est en monovalent, je le dis bien, ça peut faire des sacrées assiettes foncières. C'est des morceaux de ville complets d'une collectivité. Et qu'est-ce qu'on peut envisager dans ce cadre-là, en ne supprimant pas forcément la question du bureau, quoique ça peut se poser. Mais en tout cas, ça peut être sur les territoires plus denses un vrai sujet de réflexion, il me semble, autre que transformation bureau-logement. Sébastien Miosek, on a donc parlé de ces questions de compétences, d'ingénierie, de moyens, de complexité de tous ces projets. Aujourd'hui, vous portez des propositions en faveur de plus de décentralisation et de pouvoir à l'échelle locale pour les élus, pour intervenir sur le territoire en matière d'aménagement de logement. Vous avez d'ailleurs échangé pendant la première table ronde avec Monsieur Jeanbrun. Je ne sais pas si c'était ça dont il était question, mais si c'est le cas, on est curieux de le savoir. En quoi ça pourrait faciliter la sortie des opérations et qu'est-ce que vous portez comme proposition à ce propos?
Alors oui, je m'excuse auprès des participants à la table ronde précédente, mais on avait un rendez-vous avec Monsieur Jeanbrun justement pour parler sur le projet de loi qui a été annoncé, qui s'appelle Relance Logement, dans lequel le Premier ministre et le ministre du Logement portent en écho à ce qu'on a pu porter aussi. Bon, je ne dis pas que c'est que de notre faute, hein, ou grâce à nous, mais en tout cas, c'était notamment les revendications de l'Intercommunalité de France d'aller vers plus de décentralisation en matière d'habitat, de renforcer ce qu'on appelle l'autorité organisatrice de l'habitat, qui est un concept qui a été rendu possible par la loi 3DS il y a déjà quelques années, qui a été finalement pris en main par très peu de territoires, puisque c'est une coquille pas tout à fait vide, mais pas loin, et assez complexe enfin, les critères pour devenir AOH sont quand même assez compliqués. Donc, on porte la proposition de renforcer ce qu'est une AOH et de simplifier les critères d'accès. Avant de redire pourquoi, qu'est-ce qu'on y met, pourquoi on porte la décentralisation, tout simplement. L'Intercommunalité de France est convaincue que la France, alors qui est un pays historiquement centralisé, même si on parle de décentralisation depuis plus de 40 ans, beaucoup de choses se décident à Paris et on a le sentiment quand même que, y compris, et les politiques d'aménagement sont une bonne illustration, on a besoin d'avoir de la souplesse, de la capacité à adapter les politiques publiques à la réalité locale. Et donc la décentralisation, c'est ça, c'est de donner aux acteurs locaux la capacité à respecter un cadre national, certes, mais à l'assouplir, à l'adapter aux enjeux locaux. Et dans la crise aussi des finances publiques qu'on connaît, on est persuadé que l'argent qu'on met collectivement sur une problématique, en l'occurrence ce matin les enjeux de logement, on fera beaucoup mieux avec le même argent. Et s'il faut vraiment faire des économies, on pourra faire au moins aussi bien en faisant quelques économies. J'en cite juste un chiffre. En plus de 25 ans, l'ensemble de la dépense publique locale, de toutes les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, tous nos outils publics qui existent autour de nous, toute cette sphère-là, qu'on appelle les administrations publiques locales, on dépense la même part de PIB, même un tout petit peu moins, c'est 0,2 ou 0,3 points de moins de PIB qu'il y a 25 ans. Alors même que l'ensemble des acteurs publics, dans notre très grande diversité, et je redis, y compris tous nos satellites, et y compris l'intercommunalité qui, il y a 25 ans, était quand même pas du tout celle qui était aujourd'hui, de façon très diverse en France, mais globalement, l'intercommunalité a pris beaucoup de place. On nous a parfois accusés d'avoir généré de la dépense publique supplémentaire, mais finalement, quand on additionne toutes les dépenses publiques de toutes les administrations publiques locales, on ne dépense pas plus de part du PIB qu'il y a 25 ans. Et pourtant, on fait beaucoup plus de choses. Donc, je suis persuadé que la réponse aussi à la crise des finances publiques, c'est la décentralisation. Je reviens sur notre sujet de logement, mais c'est important dans le moment où on se dit, et en plus, c'est une crise de moyens, d'entendre que l'action publique locale, elle est efficace et elle donne des garanties en termes de bon usage de l'argent public. En matière d'habitat, on veut renforcer cette AOH, cette autorité organisatrice de l'habitat. Je comprends que le gouvernement est favorable à cette idée, puisqu'elle l'intègre dans le projet de loi, favorable à ce que ça puisse irriguer toute la France, des secteurs urbains jusqu'aux secteurs ruraux, et favorable à pouvoir nourrir et garnir, on va dire, la corbeille de responsabilité que pourraient avoir les AOH. Mais un des exemples qu'on veut prendre aussi, c'est la gestion des aides à la rénovation énergétique. On parle de construction neuve, mais on parle aussi d'adapter le parc existant. Et la gestion de MaPrimeRénov', alors certes l'ANA existe, un cadre national, des enveloppes nationales, ça peut garder son sens, mais qu'en proximité, l'acteur public local, l'intercommunalité le plus souvent, est celui qui va rassurer, accompagner l'habitant pour pouvoir engager un projet, comme on le fait ici, comme on l'évoque pour l'aménagement. On a besoin d'accompagner, on a besoin d'être dans la dentelle, et c'est la proximité qui peut le faire. Le projet de loi Relance Logement, c'est aussi des outils de simplification, des questions de simplification en termes de procédure. Donc là aussi, nos intercommunalités, nos acteurs locaux, on est assez favorables à regarder ce qu'on peut faire, même s'il ne faut pas détricoter l'intérêt d'avoir des documents stratégiques. Si on commence, je reprends l'expression je crois que c'est le Premier ministre qui l'avait sorti, mais un peu le schéma de Notre-Dame quand on va faire des opérations de logement. Se dire qu'il y a des secteurs à très gros enjeux où le document d'urbanisme n'apporte pas toutes les réponses pour la faisabilité du projet. Et donc, face à ça, il faut créer des opérations d'intérêt local, puisque c'est comme ça que c'est nommé dans le projet de loi. On dit pourquoi pas, mais ça doit rester des exceptions, ça doit rester vraiment sur des sites et des opérations avec des enjeux très particuliers, et surtout être le fruit d'une concertation préalable et pas d'un quelque chose fait un peu en catimini. Et je
je termine parce que je sens que je suis long. Sur la partie de l'équation financière, j'ai commencé par ça, je veux terminer par ça. Il y a quand même dans tous les enjeux qu'on évoque, de sobriété foncière, de densification de la ville, d'opérations qui sont plus du sur-mesure et qui mêlent de la rénovation, de la construction, etc. On a besoin quand même d'interroger l'équation financière de la valeur de tout ça. On a décidé collectivement, la nation, qu'on allait faire on a été très ambitieux en matière de sobriété foncière. Ça a rendu le foncier rare. Je vous apprends rien, quelque chose qui est rare devient cher. Cette valeur-là, elle est pas, la valeur de ces terrains, elle ne vient pas du mérite du propriétaire historique ou des propriétaires historiques de ces terrains-là. Donc cette valeur, elle est créée par le choix de la société qu'on a fait de faire de la sobriété foncière. Il faut que cette valeur-là, soit on la maîtrise parce que la collectivité est propriétaire du foncier, en garde la propriété dans le temps du moyen, du long terme, voire du très long terme. Mais quand c'est privé et quand le prix est parfois déjà devenu cher, comment cette valeur elle est aussi captée et remise dans le pot commun, entre guillemets, notamment pour permettre à l'ensemble des acteurs publics et privés de réinvestir sur ce qu'on a dit, la densification, la rénovation, et puis d'interroger plus globalement la valeur du parc de foncier ou du parc de logement. Comment aussi ça, c'est une question de société. Je crois que Patrice Vergriede l'a évoqué tout à l'heure, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Et j'insiste, un point que j'ai oublié dans la première table ronde qui mérite tout. On a vraiment besoin de travailler sur l'offre de logement. On voit partout, on manque du petit logement, du petit logement, du petit logement. Même si l'attente de nos habitants est souvent de la projection sur la maison, sur du logement relativement grand. Alors en plus, quand il fait chaud comme ça, on peut avoir envie d'avoir un peu d'espace. Pour autant, le vrai besoin sur nos territoires, parce que nos familles sont de plus en plus petites, parce que les personnes vivent de plus en plus seules, c'est d'avoir du petit logement. Donc comment on fait aussi dans le récit, au-delà de l'offre, comment dans le récit on arrive à dissuader, enfin pas dissuader parce que j'ai quelque chose de plus volontaire, mais à convaincre l'ensemble de nos habitants aussi qu'on a besoin de ces petits logements, pas parce qu'on va faire des cages à lapins comme on dit et d'enfermer les gens dans des petits logements, mais parce qu'on doit aussi apporter une offre de logement proche des centralités qui répondent à cette typologie des familles aussi. Maître Thomé, je vous voyais sur les questions des financements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot aujourd'hui? On parlait de cette équipe de France du logement, de cette volonté, mais effectivement, il y a des questions de moyens. Et vous me parliez aussi d'une certaine opacité dans les acteurs, entre les acteurs de la fabrique de la ville. Je vous écoute. Alors effectivement, on a au quotidien, lorsqu'on échange avec les élus, on voit des acteurs impliqués, qui ont envie de faire, qui ont envie d'agir, et les aménageurs en font partie également à leur côté. Le constat qu'on peut opérer, c'est que certes, on a un sujet financier, mais plus simplement, plus basiquement, plus techniquement, on a une difficulté à s'y retrouver en termes dans les interfaces avec les acteurs périphériques. On a la collectivité, on a l'aménageur, on a les citoyens, on a les entreprises qui vont s'implanter sur les territoires. Et pour parvenir à libérer ces fonciers à vocation de logement, libérer ces fonciers à vocation d'habitat, on doit avoir une interface avec les autorités souvent étatiques amenées à agir, à faciliter ou à épauler. Et malheureusement, d'un territoire à l'autre, et on a le loisir de constater ça de Mayotte à la Guadeloupe ou en passant par Marseille ou Bordeaux, on a... Et c'est étonnant, une variété d'interprétation d'un département à l'autre. Et cette variété d'interprétation, elle est in fine coûteuse. Elle est coûteuse pour les habitants, elle est coûteuse pour les collectivités, parce que l'aléa est coûteux tout simplement. Et quand on démarre une opération avec un avis des domaines à un montant de X et que par un changement d'interlocuteur, on constate 2 ans après que l'avis des domaines a pris 50%, on a une petite difficulté à justifier l'opération et on a un effet domino. Voilà. Si je prends un autre exemple à Marseille, pour une petite opération d'intérêt national qui vise à porter 30% de la production de logements de cette métropole de Marseille sur les 10 prochaines années, on s'aperçoit que parce qu'en 2015, l'État n'avait pas créé la MRE et donc n'était pas en conformité avec le droit de l'Union, on peut se retrouver en 2024 avec une remise en cause d'actes nécessaires à l'opération, pouvant induire un effet domino sur la totalité de l'opération. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des propriétaires de biens acquis en 2018 qui viennent réclamer soit la restitution, soit une indemnisation complémentaire du fait de cette imprévisibilité juridique. On n'est pas ici en train de parler d'enveloppe financière conséquente, on est en train de parler ici simplement de sécurité. Comme pour reprendre les propos du directeur des opérations de cet établissement, laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler, ça passe par
et ça a été dit ce matin, et je trouve ça intéressant, ça passe par la pédagogie, une pédagogie ambitieuse, une pédagogie de l'aménagement vis-à-vis de la population, certes, vis-à-vis des services de l'État, qui sont peut-être moins faiseurs qu'auparavant, et vis-à-vis aussi des juridictions, puisque moi j'ai tendance à dire aussi qu'un premier président de chambre des expropriations d'une cour d'appel est un acteur important de la production de logements abordables et qu'il doit avoir conscience de cette responsabilité également, il doit être éclairé sur ce point. Donc c'est ambitieux, c'est complexe la pédagogie, mais j'ai entendu ce matin que les aménageurs étaient adeptes de la complexité et prompts à la manier, donc c'est un défi. On va finir cette table ronde par un dernier tour de parole pour chacun. Est-ce que vous souhaitez conclure? Est-ce que vous souhaitez donner voilà, un mot d'ordre, une priorité? Qu'est-ce qui vous paraît essentiel? Qu'est-ce qui vous paraît pertinent? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place rapidement pour voilà, faciliter la mise en place de ces stratégies d'aménagement à l'échelle locale, ces partenariats publics-privés et qu'est-ce qui est possible aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît? Et je vais commencer par vous, Monsieur Thomé. Très rapidement, puisque j'ai été déjà très bavard, trop bavard comme tout avocat, à mon niveau, je laisserai la place à d'autres, mais j'appellerai à de la stabilité et de la sécurité juridique et de la mise en cohérence des positions des différentes juridictions pour rester dans mon couloir de nage. Et je passe le relais, mais effectivement, évidemment du partenariat. Jessica. Évidemment de la sécurisation dans le temps pour nous. Le métier des aménageurs, il est pour moi en profonde mutation. Aujourd'hui, on a besoin de se parler très très en amont et je pense que c'est ça, de la communication et de la sécurisation. Quentin. En effet, alors je souscris à ce qui a été dit, peut-être pour un élément complémentaire. Alors on en a parlé, je ne sais pas si les élus sont moins accessibles, en tout cas espérons qu'ils le redeviennent après ces élections passées. C'est cette question d'accompagnement, de formation des élus. J'ai entendu le ministre tout à l'heure dire qu'il a été un jeune maire et qu'il a dû apprendre à se confronter à des problématiques très complexes. La question de formation et d'accompagnement, je pense, est évidemment clé pour ces acteurs. Co-construction et stratégie d'aménagement. Rapide. En écho de ce qui vient d'être dit, je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'on a une immense majorité d'élus qui sont investis, motivés, prêts à y aider. Pour autant, tout le monde, on a quand même beaucoup de renouvellement hein. Chez les présidents d'intercommunalité, on a près de la moitié des présidents d'intercommunalité qui sont des nouveaux présidents ou des nouvelles présidentes. Trop souvent des présidents d'ailleurs que des présidentes, même si c'est pas le sujet de ce matin. Et donc on a besoin aussi de les accompagner. Et donc sur nos opérations d'aménagement, vous êtes des acteurs indispensables pour accompagner les élus. Les élus ont un souhait, un projet politique, ont parfois des doutes sur la façon dont ça peut se réaliser. Donc de construire, de se parler et d'investir un peu de temps, même si je sais que le temps c'est de l'argent pour vous encore plus que pour les acteurs publics, mais d'investir dans cette première phase, ça me paraît indispensable pour à la fois la qualité des projets, mais aussi la capacité à faire aboutir les projets aussi efficacement que possible, même si je sais, pour vous, mais aussi pour les élus locaux, c'est toujours trop long. Je vous remercie. Je vais remercier tout le monde pour cette table ronde.